Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup de vous mettre disponible pour nous. Est-ce que ça va? Ça va très bien, Jean-Étienne, et j'espère que ça va très bien également pour nos auditeurs, nos auditrices. On l'espère. Définitivement, on l'espère bien pour eux. François, on a des soucis avec nos demandeurs d'asile. La semaine dernière, je pense à la fin du mois de décembre, on a eu un cas d'une personne qui a été retrouvée morte sur le chemin Roxham, François. Oui, cette nouvelle-là a fait la une de l'actualité parce que on a retrouvé le corps sans vie d'un homme. C'était à proximité du chemin Roxham. C'était quelqu'un qui tentait de passer la frontière canado-américaine. Lui, il était au Canada. Il voulait retourner aux États-Unis. D'après ce que la Sûreté du Québec a fait savoir, il était recherché ici parce que apparemment, il était porté disparu. On n'avait pas de nouvelles de lui. Et il a quitté le Canada pour se rendre aux États-Unis. Et malheureusement, il est décédé d'hypothermie. Mm-hmm. Ça, c'est un cas très grave, ça. Très grave. Il s'appelle Frisnel Richard et c'est un Haïtien d'origine. Et il voulait rejoindre un membre de sa famille vivant aux États-Unis. Mm-hmm. Et malheureusement, il est décédé. Mm-hmm. Alors, c'est une situation inquiétante. Le ministère de la Sécurité publique dit prendre acte de cet événement très triste et promet de faire quelque chose. Alors, d'une part et d'autre, il y a des choses, il y a des questions à se poser. Absolument. Alors, c'est sûr que on déplore la mort d'un homme, c'est la mort de tout homme, on est conscient de ça. D'autant plus c'est un compatriote. Oui, c'est un compatriote, mais on se dit que, d'une part, monsieur devrait réfléchir avant de se rendre aux États-Unis. Parce que normalement, ce n'est pas la bonne façon. Et là, on profite de cette antenne-là pour dénoncer ce que certains de nos compatriotes font. Chaque fois qu'ils entendent une nouvelle aux États-Unis, ils ont tendance à aller là-bas. S'affoler et prendre des décisions qui ne sont pas trop raisonnables, quoi. Oui, j'ai le cas d'une cliente qui est venue me voir. Elle m'a dit qu'elle est venue avec son mari. Et puis, ils ont fait leur demande. Ils attendaient le rendez-vous pour recevoir le papier brun. Et le monsieur est allé à la banque pour changer le chèque de l'aide sociale. Il n'a pas vu monsieur pendant la journée. Dans l'après-midi, monsieur l'appelle pour lui dire qu'il est aux États-Unis. Incroyable. Alors, ce sont des choses qui ne sont pas compréhensibles. Ça veut dire que d'une part, on veut alerter, on veut dire aux gens que ce n'est pas la bonne façon de procéder et on devrait avoir de la communauté un leadership acceptable pour parler aux gens, pour leur dire définitivement que c'est pas là-bas. Bon, ça c'est d'une part. Mm-hmm. Mais d'autre part, il y a également les problèmes qui se posent. Il y a le problème de l'attente sur les pays tiers sûrs. Et si on n'avait plus d'un temps, c'est sûr que les gens pourraient passer officiellement à la frontière et pourraient venir. Parce que ce n'est pas la première fois que des gens sont morts dans des conditions. On se rappelle en janvier 2022. On a l'impression que le mois de janvier est fatal pour les demandeurs d'asile. On avait retrouvé 4 corps, 4 Indiens qui étaient retrouvés morts au Manitoba. OK? On avait aussi le cas de Nigériens qui avaient perdu ses doigts dans le foie. Marchant, oui, dans le foie. Alors, c'est sûr que on doit faire quelque chose et je pense que le gouvernement libéral, le gouvernement fédéral et provincial doit prendre les choses en main. On doit cesser de mettre de dire que les demandeurs d'asile, les migrants sont des mauvaises personnes, des gens qui viennent là pour nuire à la population. On doit commencer par considérer que ce sont des gens qui ont besoin d'aide, qui viennent ici. Et au Québec, on devrait accueillir mieux ces gens-là. En 2017, sans ces anges gardiens-là, c'est sûr qu'il n'y aurait plus de morts au niveau des hôpitaux parce que ces anges gardiens
ont tout fait pour aider, pour donner des soins aux personnes âgées. Définitivement. Mais pour le cas de notre compatriote Fritznel François, est-ce qu'on a une idée de son statut? C'est quel statut il avait ici? On ne sait pas. Il était venu, il attendait son papier brun. Ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui est déjà passé par le système, qui a déjà eu son audience, non. Mm-hmm. Mais est-ce qu'on sait aussi si, avant de venir, il était aux États-Unis ou il venait d'où? Je n'ai pas beaucoup d'informations parce que ce n'était pas mon client. Moi, j'ai des informations à partir de certains témoignages, de ce que les gens disent. Mais là encore, il faut prendre ça des fois avec des pincettes. Beaucoup de pincettes, oui, je sais. Je ne connais pas le cas. Mm-hmm. Alors, mais on sait que c'est quelqu'un qui n'a pas encore été dans le système, qui n'a pas encore suivi son audience, c'est-à-dire qu'il était au début de ce processus. Définitivement. Et là, on peut imaginer, on n'a pas les preuves, que c'est en lien à la décision du gouvernement américain de pouvoir faire venir des Haïtiens dans le cadre du nouveau programme lancé par Joe Biden, j'imagine. Je ne sais pas, mais je sais que la dernière fois, quand on avait annoncé l'instauration, oui, quand on avait annoncé la possibilité de donner encore à des gens qui sont aux États-Unis la possibilité d'appliquer pour le TPS, il y en a qui sont retournés. Je peux comprendre. François, pour ce qui est de l'autre cas du monsieur avec sa femme qui est parti changer le chèque, c'est quoi l'affaire? Qu'est-ce que ça aura comme conséquence sur le processus même de madame? Bon, c'est toujours difficile, quand quelqu'un fait une demande d'asile et décide de quitter pour aller ailleurs. Actuellement, j'ai un cas, c'est quelqu'un, il est cubain d'origine, et ce monsieur-là se trouve en Floride, et imaginez, la commission ne savait pas qu'il était en Floride. Et il se trouve en Floride et quoi? Il se trouve en Floride, il devait avoir son audience à la commission, puisque ça se fait en ligne. Quand on lui a demandé où est-ce qu'il était, il a dit, moi je suis actuellement en Floride. Mais c'est incroyable ça. Alors imaginez... Comment il fait? Il avait un autre passeport et comment il fait pour aller en Floride? Parce qu'on garde ton passeport. On ne va jamais savoir. Et là, il se trouve en Floride. L'audience, on a dû mettre fin à l'audience. Là, on veut reprendre l'audience. On lui demande de retourner au Canada pour passer l'audience parce que, quelque part, si on accepte qu'il passe l'audience en Floride, c'est contraire au règlement et de la commission de l'immigration parce que quelqu'un qui est à l'étranger qui passe son audience, ça voudrait dire quoi? Cette personne-là, quelle protection vous allez lui donner quand il n'est même pas sur le territoire? Absolument. Et aurait-il une chance quelconque d'avoir un résultat positif de son audience? Non, pas du tout, parce qu'en allant dans un autre pays, il dit qu'il n'a pas de besoin de protection parce qu'il va dans un pays où il n'a aucun statut. Ça voudrait dire qu'il s'expose à une déportation. Si jamais il avait un problème dans son pays, il ne prendrait pas la chance d'aller dans un autre pays où il n'a pas de statut. Définitivement. On ne sait pas vraiment ce qui se passe dans la tête des gens. Et dans les documents légaux qu'on vous remet quand vous faites une demande d'asile, c'est clairement dit, vous ne pouvez pas changer d'adresse sans informer l'immigration. Oui, en tout à fait. Et vous ne pouvez pas voyager parce qu'on garde votre passeport. Alors, comment pouvez-vous voyager pendant que vous n'avez pas votre passeport? Mais ce sont des cas très courants. Moi, j'ai eu des clients roumains qui font partie des gens qui faisaient partie du groupe WOMS en Roumanie. Et ces gens-là venaient pour faire une demande d'asile. Et par la suite, après l'audience, on les appelle, ils nous disent actuellement je suis en Belgique, actuellement là je suis en Angleterre. Comment ont-ils pu quitter? On ne sait pas. Et le dernier cas, regardez le cas du pasteur au Québec. Oui, Mukendi, c'est ça? Oui, Mukendi. Comment a-t-il pu quitter le Canada pour se rendre au Congo sans que les autorités ne soient pas informées, c'est vrai. C'est incroyable. Je me posais des questions, justement, sans vouloir faire des liens bizarres. Est-ce que le traitement qu'on donne
à nos demandeurs d'asile maintenant qui se retrouvent dans des refuges pour sans-abri, les conditions sont difficiles, n'ont pas une quelconque responsabilité dans tout ce qu'on voit là maintenant? Oui. Alors, les demandeurs d'asile qui arrivent ici ont de la difficulté à trouver un logement. Alors, on parle de janvier 2022 à décembre 2022 de plus de 50 000 demandeurs d'asile qui sont passés par le chemin Oxa. On a d'autres qui sont venus en avion, OK, et qu'on appelle souvent les fly people. Et ces gens-là, ils arrivent, ils font des demandes d'asile également. Là, il y a une pression sur la question du logement. Il faut trouver un logement pour ces gens-là. Le gouvernement a mis de l'argent dans la location d'hôtels. Il y a beaucoup d'hôtels qui ont été loués du côté de l'ouest de Montréal, au centre-ville de Montréal, pour héberger. Mais, quand on a 80 000, 100 000 personnes, alors c'est sûr que ça prend beaucoup d'espace pour héberger ces demandeurs-là. Définitivement. On a fait souvent des appels à nos compatriotes, à d'autres personnes. Si jamais ils ont la possibilité de recevoir quelqu'un chez eux, ça pourrait aussi aider. Mais normalement, la durée moyenne pour rester dans un hôtel, c'est de 15 à 20 jours. Wow. Alors maintenant, après, ces gens-là doivent trouver un logement. Et c'est ainsi qu'on a constaté qu'ils sont allés dans des centres où des personnes itinérantes qui habitent là. Wow. Donc, il y a plusieurs problèmes. D'abord, il y a la question de la possibilité aussi. Quand vous venez ici, vous n'avez pas un sou, vous vivez sur l'aide sociale. En attendant justement qu'on vous envoie votre permis de travailler, trouver un boulot, ben, même si qu'on pourrait trouver un logement, c'est pas évident de pouvoir le payer aussi. C'est ça. Alors, et le pire de tout ça, c'est que les gouvernements provincial et fédéral se renvoient la balle. Comme Normalement, d'habitude. le fédéral dit que la question de logement revient au provincial. C'est-à-dire, c'est M. Legault qui devrait s'occuper de cela au Québec. M. Legault dit non, nous n'avons pas fait venir des demandeurs d'asile. C'est M. Trudeau qui a envoyé un tweet qui leur a dit de venir. C'est M. Trudeau qui a ouvert le chemin Roxham. Alors, c'est M. Trudeau qui doit donner de l'argent pour héberger ces demandeurs d'asile. C'est ça. Donc, c'est comme les demandeurs d'asile deviennent des victimes collatéraux des décisions, des petites chicanes internes entre exactement, Exactement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas les bienvenus. On pense qu'ils sont de trop. On pense qu'ils ne devraient pas arriver ici. Et j'aime souvent les nationalistes, les blocs côtés, Denise Bombardier qui écrivent dans la presse, surtout dans les journaux comme le Journal de Montréal. Et ces gens-là nous disent que ces demandeurs d'asile-là ne devraient pas venir. On envahit le Québec. Mais c'est ça. Le Québec parce que vous avez 50 000 personnes qui sont arrivées, 80% de ces gens sont venus au Québec. Et là, on dit ce n'est pas normal, tandis que les autres provinces n'ont pas ça. Bon. Moi, c'est tout un... Oui. Oui, j'ai vu lors de la crise du Venezuela, il y a un pays qui s'appelle la Colombie. J'ai un qui a reçu 6 millions de Vénézuéliens. La Colombie a reçu 6 millions de Vénézuéliens. Et là, on ne parle pas des pays faisant partie du G7 avec de grandes économies, etc., des infrastructures qui ont une habitude de recevoir des immigrants. On ne parle pas de ça du tout. C'est ça. Alors, ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'on a envahi le Québec, et d'autant plus que ce sont des gens qui viennent, qui travaillent, ok, parce que ça rapporte aussi à l'économie. Absolument. Et je rappelle pour nos auditeurs et nos auditrices que la dernière fois que le chemin Roxham est devenu fonctionnel, ce ne sont pas les migrants qui sont venus, c'est le gouvernement fédéral qui a ouvert officiellement, qui a dit qu'ils peuvent venir. C'est ça. Parce qu'on a des compagnies comme Olimel, des compagnies qui travaillent et qui offrent des emplois que les Québécois ne veulent pas faire. Ces compagnies-là ont demandé d'avoir des travailleurs et on a fait venir ces gens-là. Sans ces demandeurs d'asile,
il y aurait des problèmes dans le système de santé, des problèmes dans le système de vente, il y aurait des problèmes dans la production, parce que les gens-là qui travaillent, je ne sais pas si tu es au courant, il y a des bus qui les prennent le matin à 5 heures pour aller dans les champs pour cueillir des tomates qui vont dans les commerces ou dans des usines pour couper de la viande. Ce sont des personnes qui font un travail exceptionnel. Définitivement. Alors, on est en train de dire n'importe quoi parce qu'on veut défendre le territoire. Et pendant ce temps, quand on va dans les markets, dans les commerces, on a besoin d'avoir de la viande fraîche, on a besoin d'avoir ceci, d'avoir cela, mais on ne pense pas. Souvent, on ne pense pas à ceux qui travaillent là-dessus. Et Karl Marx disait avec raison, quand vous voyez une chemise qui est faite dans une usine, il faudrait voir le sang qui est en arrière de cette chemise-là. Définitivement. Combien de personnes ont été exploitées et pour avoir ça. Ici, on ne parle pas d'exploitation dans le sens que ces gens-là sont payés, mais cependant, on ne veut pas jeter la pierre sur ces demandeurs d'asile comme s'ils sont les seuls responsables de tous les problèmes du Québec. Définitivement. Et c'est dommage, et c'est des discours aussi longtemps qu'on va les garder comme ça. Il y aura des problèmes quand M. Legault lui-même, il peut faire des déclarations vraiment, on se le rappelle. Absolument, son ministre aussi de l'immigration, on se le rappelle, c'est pas longtemps en pleine campagne électorale, avait dit que la plupart des immigrants ne travaillent pas. Donc, Jean Boulet, il tirait à boulet rouge sur les demandeurs. Bel jeu de mots. Oui. Donc, on peut comprendre que c'est normal que dans la tête des Québécois, quand des autorités comme ça vont tenir, des journalistes comme ça vont tenir des discours comme ça, c'est pas toujours évident d'expliquer à tout le monde que c'est pas vrai, c'est pas comme ça se passe. Bon, on a compris que la situation ne va pas bien. On espère beaucoup de courage à nos amis demandeurs d'asile qui vont se retrouver dans des refuges. C'est pas leur place et c'est très compliqué. J'espère que vraiment les organismes de défense des immigrants vont faire des sorties là-dessus parce que c'est pas leur place de se retrouver en plein hiver dans des refuges. Oui, en plein hiver, c'est difficile. Et c'est très compliqué. On avait un autre point à aborder, François. Oui, juste avant de terminer, on parle aussi d'une prison dorée pour les demandeurs d'asile, pour les migrants qui arrivent aussi, parce que le fédéral a créé une prison à Laval. Il y avait une sorte de détention, mais on trouvait que ce centre-là n'était pas approprié. Il n'y avait pas assez. Les structures étaient vétustes, ne fonctionnaient plus. Alors, on a décidé d'aménager ou de construire une nouvelle prison. Alors, Robert Dutrissac, dans la presse canadienne, nous fait savoir que en 2017, Justin Trudeau avait invité les demandeurs d'asile, tous ceux qui voulaient avoir la protection à venir au Canada. En 2023, quelques années plus tard, on inaugure une prison pour ces gens-là. On ne veut plus appeler ça de prison, on va appeler ça centre de détention. Mais une prison, par définition, c'est un endroit où les gens ne peuvent pas sortir. Et ils n'ont pas accès au téléphone, ils n'ont pas accès à Internet. Le centre de détention, c'est la même chose. Alors, c'est un jeu de mots pour masquer un peu la réalité. Alors, les gens, ils sont là, ils ne peuvent pas fonctionner. Ça veut dire qu'ils sont de la prison et le nombre de places a augmenté. On est passé de 109 à 153 places. Alors, dans le journal, dans son éditorial, Robert Dutrissac dit c'est la prison qui est offerte aux gens au lieu de leur donner un espace. Parce que ce qu'on dit de la loi sur l'immigration, la prison devrait être un dernier recours. Ça veut dire qu'on ne devrait pas utiliser la prison juste parce que la personne, on a des doutes sur son identité, on a des doutes, il y a un risque de fuite, tout ça. On devrait trouver d'autres moyens de solutions de rechange au lieu de la prison. Mais cependant, malgré tout, ce qui arrive, c'est que c'est la situation. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on a parlé uniquement des demandeurs d'asile. Leur situation est pathétique. Il faudrait qu'on prenne conscience et de notre côté, nous, comme compatriotes haïtiens, nous devrions faire quelque chose. Nous avons cette possibilité-là. Et en même temps, nous devrions changer notre discours par rapport aux demandeurs d'asile
ce ne sont pas des criminels, ce ne sont pas des gens qui laissent leur pays parce que ils veulent venir ici pour emmerder les autres, tout ça. Ce sont des personnes qui ont besoin d'aide. Il faudrait être compatissant envers les demandeurs d'asile. Mais l'image, justement, de Justin Trudeau qui dit « Viens, on a de la place pour vous » et au final, les gens se retrouvent en prison, c'est très fort quand même pour un pays comme le Canada. Oui, tout à fait. Alors, il faut dire également que le nombre n'est pas élevé. Et lorsque la presse est allée au centre de détention, il y avait 80 personnes au centre de détention, alors qu'on a 50 000 personnes qui sont arrivées. Alors, le nombre est un peu insignifiant, mais une personne en centre de détention, en prison, c'est une personne de trop. De trop, d'autant plus qu'on ne t'accuse de rien. Il n'y a pas un jugement qui dit que tu es un criminel parce qu'on veut prendre le temps de vérifier ton identité et puis on te garde en prison de façon arbitraire, pratiquement. C'est pas normal. Amnesty International a dénoncé l'attitude du Canada à plusieurs reprises parce que lorsque ces gens-là viennent et ont des enfants, les enfants restent également dans les centres de détention. C'est contraire aux normes internationales. Oh, oui, tout à fait. Alors, imaginez un enfant de 6 ans, 7 ans, qui veut jouer, qui ne peut pas, et qui constate qu'il est obligé de rester quelque part sans rien faire avec ses parents. Ça, c'est aussi inacceptable, anormal. D'autant plus que ce parent, il n'a rien fait de mal, et puis... C'est très désagréable. Parce qu'il n'a pas eu les documents et on sait que pour les gens qui ont fait la traversée, qui sont allés et qui sont sortis du Brésil, du Chili pour venir au Canada, ils ont fait plusieurs voyages, il y en a qui ont perdu leurs pièces. Alors on dit que oui, l'agence de services frontaliers doit faire son travail, mais en même temps, l'agence de services frontaliers devrait aussi considérer plusieurs aspects et la prison, comme on dit, ça doit être un dernier recours. Définitivement. C'est-à-dire que la prison ne doit pas être la première solution. C'est ça. Ben, François, merci beaucoup et puis beaucoup de courage à nos amis, nos compatriotes demandeurs d'asile parce que la situation est très grave. Nous allons continuer à faire notre travail de vulgarisation. Exemple, pour les centres, si vous voulez faire une enquête approfondie, il y a beaucoup de centres, Bon Accueil, il y a des centres, et vous pouvez voir aussi Praïda, et vous allez trouver tous les qui sont confrontés à cette situation-là de plus en plus. Et c'est très désagréable. Bon, François, merci beaucoup pour le temps et l'expertise. On se retrouve demain pour d'autres informations. Oui, tout à fait. Merci. Bonne journée à tout le monde. Allez, au revoir.